Bienvenue chez Perspective de médiation, le podcast dédié à la médiation et à la résolution des conflits. Je suis Pascal Gemperli, médiateur basé en Suisse. À travers nos émissions, nous contribuons au développement de la médiation et des modes alternatifs de résolution des conflits. Vous allez découvrir des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des échanges et discussions variés avec des invités de marque. Pour ne rien manquer et pour nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne et partagez nos podcasts. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour partager vos avis ou pour poser des questions. Allons-y. Bonjour tout le monde. Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors on est là aujourd'hui pour discuter de l'écoute et de l'orientation des personnes en conflit. Effectivement, les conflits font partie de la vie. Là où il y a des humains qui interagissent, il y a des conflits. C'est naturel comme l'eau de source. Et ces personnes ont besoin d'écoute, d'orientation. Souvent, c'est émotionnellement très lourd et puis on ne sait pas comment s'y prendre. Et c'est pour cela qu'il y a des professionnels, différents types de professionnels pour soutenir et aider, pour écouter d'abord et ensuite orienter ces personnes-là pour savoir que faire, comment m'y prendre dans cette situation-là. Donc, nous avons aujourd'hui trois spécialistes, chacun avec un peu son domaine, ses spécialités. Donc, je vais vous peut-être laisser quelques secondes pour juste vous présenter, pas une longue présentation, vous avez tous les trois des longues expériences, mais de nous dire juste en une phrase, quel est pour ce domaine-là l'écoute et l'orientation des personnes en conflit, et quel est votre profil? Je commence peut-être par Marie. Oui, bonjour. Voilà, mon expérience, c'est principalement d'avoir travaillé à l'étranger et dans des milieux interculturels très riches. L'interculturel qui mène Parfois à des conflits et à beaucoup de sous-entendus, d'incompréhension et qui peuvent ensuite faire naître des conflits. Démarrer, Alain? Moi, je suis un homme âgé, j'ai beaucoup d'expériences, donc j'ai fait plein d'expériences différentes, de management dans l'administration française, de conciliateur de justice, de coach, actuellement de médiateur. Tous ces métiers ont la particularité d'avoir une fonction d'écoute importante. Et je pense donc aujourd'hui que c'est important de pouvoir orienter des personnes, non pas en conflit, on l'est tous, mais en situation de conflit, vers les bonnes personnes au bon moment. Merci Alain. Nathalie? Bonjour, Nathalie Debroux. J'ai travaillé pendant toute une carrière dans des métiers d'écoute puisque j'ai fait de la formation, du coaching pendant 20 ans et de la médiation et j'ai formé personnellement 170 personnes à l'écoute et à l'orientation en cas de conflits qui se situaient ou qui se passaient dans leur bureau, dans un contexte hautement international aussi, puisque ça s'est passé autant en Afrique, en Asie, en Amérique latine et en Europe. Voilà. Merci à vous trois. Peut-être les auditeurs vont se dire, orientation des personnes en conflit, je veux bien, il faut connaître le domaine, il faut connaître les métiers, puis quelle est la bonne approche. Mais écoute, l'écoute en conflit, finalement, tout le monde s'écoute, on écoute tous les jours. Quelle est la particularité pour écouter une personne en situation de conflit? Pourquoi il faut plus? Pourquoi il faut des formations? Parce qu'on sait tous écouter. Oh là, c'est bien présomptueux, Pascal. Moi, j'ai pas la prétention de savoir écouter. Quand je lis des livres comme ceux de Bohm sur l'écoute et le dialogue, je me dis que j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Cela dit, en tant que coach, j'ai appris à écouter quatre choses différentes, 4 voix différentes. La première, c'est écouter ce que dit la personne. C'est la moindre des choses. Savoir retenir les idées fortes, savoir retrouver les mots principaux pour reformuler. Donc, écouter ce que dit la personne. Le deuxième chose que j'ai apprise, d'abord sur moi-même, c'est de découvrir que je peux avoir ce que je dis, ça exprime mon point de vue principal, mais en moi-même, j'ai d'autres parties. Je peux être en conflit avec des parties de moi-même, et donc je vais avoir un non-verbal qui va pouvoir dire quelque chose de différent. Je vais avoir des gestes, je vais baisser la tête, je vais rougir, je vais tapoter du pied, enfin quelque chose.
Et donc, la deuxième écoute que j'ai apprise, c'est écouter le non-verbal de l'autre. Et puis, ayant travaillé même comme psychanalyste pendant quelque temps, j'ai appris à ce qu'on appelle à analyser mon contre-transfert. C'est quoi? Ça veut dire que la personne, j'ai une relation avec elle, donc je vis quelque chose. Mais ce que je vis, j'ai besoin de le comprendre. Donc j'essaie d'écouter ce que je ressens par rapport à la personne. Et si, par exemple, ça me rappelle quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, j'ai envie de faire quelque chose, ça c'est moi. Et donc je dois, en l'écoutant, apprendre à garder la bonne distance pour pas que mon inconscient ou mes sentiments viennent polluer ce que l'autre a à dire. Et puis il y a une quatrième écoute, c'est qu'on est on n'est pas tout seul entre la personne qui parle et moi-même, mais il y a tout un contexte extérieur, naturel, surnaturel, peu importe. Et donc je pense que c'est important d'écouter les signes des temps, d'écouter les signes de la société, d'écouter ce qui se passe ailleurs, qui peut avoir aussi quelque chose à voir avec la situation. Et donc, cette écoute à 4 niveaux, pour moi, ça fait partie de mon apprentissage, je dirais, quotidien. Donc, les signes du contexte, je pense que ça doit parler à Marie. Le contexte, par exemple, culturel, Oui. ou du fait interculturel, s'il y en a deux, quelle est la particularité de l'écoute dans l'interculturel? La particularité, c'est le besoin d'expérience, déjà. Il est très difficile de savoir comment naviguer au milieu de cultures que l'on ne connaît pas. Donc l'expérience, elle est vraiment clé pour pouvoir s'en sortir et pour pouvoir ne pas causer plus de mal qu'il n'y en a déjà. Et donc il y a en fait dans les 4 points que Alain a pu soulever, on retrouve tout ça de façon très prégnante. Et alors, moi, je voulais surtout aborder la question de sa propre posture. En fait, qui je suis par rapport à cet interlocuteur, par rapport à cet environnement dans lequel j'évolue, quelle est finalement ma légitimité pour accueillir, qui va pouvoir ou elle va pouvoir me partager. Est-ce que je comprends son langage non seulement verbal, mais aussi en effet corporel, non verbal? Est-ce que je comprends la culture dans laquelle la personne a baigné? Donc là, il y a tous les aspects qui sont en effet qui peuvent être spirituels, par exemple, tout ce qui est de l'ordre des croyances. Et donc il y a voilà toutes ces premières étapes de comprendre qui est-ce que je suis, qu'est-ce que je représente au moment où nous commençons à parler. Comment est-ce que je perçois la personne qui est en face de moi aussi? Comment est-ce que j'interprète les signaux? Et ensuite, on peut réfléchir au fond, finalement, à ce que la personne va dire. Mais il y a tout un travail d'abord de contextualisation, en effet, et de compréhension du moment. De décryptage, en quelque sorte. C'est ça. On peut dire ça. Et ça, c'est... Si tu devais donner un pourcentage de toute la partie, si tu as, je sais pas, une série d'écoute ou une séance d'écoute, ce décryptage-là, c'est quoi? C'est la moitié du temps ou c'est tout au long de la discussion, finalement. Ouais. Mais ça commence. Alors, si c'est une personne, si c'est un collègue ou une collègue, un ami, quelqu'un de la famille, donc, quelqu'un qu'on connaît déjà, ce travail, il est fait. Il a déjà été entamé. Mais ensuite, oui, pour moi, c'est une partie très 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 importante dans le travail de l'écoutant, parce qu'après, une fois qu'on a cerné le problème, on va pouvoir guider en effet vers des contacts qui vont pouvoir aider la personne en question. Mais avant de pouvoir arriver à ce niveau-là, il faut déjà que la personne se sente en confiance avec nous, qu'elle puisse s'exprimer, qu'elle puisse exprimer des émotions. Et pour certaines personnes, c'est extrêmement coûtant. Et dans certaines cultures, c'est d'autant plus coûtant que d'exprimer ses émotions ou de perdre la face. Voilà. C'est passionnant. Merci. Et je pense que Nathalie a encore beaucoup de choses à ajouter là-dessus avec son expérience. J'allais venir à Nathalie, donc il y a aussi une expérience internationale. Toi, dans l'écoute, c'est quoi pour toi la particularité? Alors, l'écoute, c'est d'abord l'accueil de l'autre, hein, et devoir préparer les bonnes conditions d'écoute, c'est-à-dire
un lieu où la personne se sente en sécurité, qu'elle sente qu'elle puisse parler. Alors, si ça se passe en présence, c'est facile, on choisit, enfin, c'est facile. On doit faire attention au local que l'on choisit et la discrétion qu'il peut fournir. Si c'est en ligne, c'est tout dans la posture et dans la façon dont on l'accueille qu'on crée le climat de confiance qui va permettre à la personne d'oser dire sa situation, d'oser s'exprimer. Hein, donc, cette phase de ne jamais oublier que d'abord et avant tout, on accueille une personne dans son entièreté, qui, effectivement, il faut voir comment elle nous perçoit. Alors, on est un écoutant orienteur. Donc, comment dire, la personne va arriver avec des éléments émotionnels, très souvent, très forts émotionnels qui va être exprimés suivant les cultures de manière très différente, et vous relater des faits, commençant en général par ses douleurs. En quoi ça fait mal, en quoi ça la gêne, ce qui ne va pas. Et donc, ça risque d'être très, très décousu. Donc, dans l'écoute, la première chose à faire, selon moi, dans ce cas-là, après l'accueil, c'est accueillir les émotions. C'est-à-dire bien faire comprendre qu'on les a compris, qu'on est avec la personne. Ne pas hésiter à émettre des noms, ce qui permet à l'autre de corriger ou de dire oui, c'est bien comme ça. Et une fois qu'elle se sent entendue, en fait, c'est ça le truc. C'est pas seulement écouter, c'est faire en sorte que l'autre se sente entendu. Et quand on arrive à créer ce lien, on peut revenir au fait. Et alors, on revient sur, voilà, quels sont les éléments, quelles sont les personnes, quelles sont les situations, quel est le contexte, etc. Quelle est sa demande par rapport à ce contexte? Qu'est-ce qu'elle souhaite? Bien faire en sorte qu'elle sente qu'elle est, que c'est elle qui guide dans la voiture. Nous, on est passagers. C'est la personne qui guide, qui définit jusqu'où elle veut aller et quel type de résolution elle voit. Donc, comment elle voit la résolution de son conflit, comment elle voit l'aboutissement. Et alors, en fonction de ça, nous, on va pouvoir, ou l'écoutant va pouvoir orienter, dire voilà, dans ce cas-là, par rapport à tes attentes, il existe telle et telle et telle profession ou telle et telle structure ou modalité qui pourrait éventuellement te convenir et les lui expliquer. Donc, l'écoutant, il y a la partie écoute, mais il y a la partie orienteur. Et là, de nouveau, je rejoins ce qu'a dit Alain et Marie, c'est orienter, c'est-à-dire avec différentes solutions par rapport à la demande de la personne et pas par rapport à ce que moi je ferais. Et ça, c'est vraiment très important. Pas dire, ah, moi je suis avocat, donc on va rentrer dans le conflit, on va faire ceci. Je suis médiateur, tout de suite je vais écouter l'autre. Ou pas commencer à faire sa thérapie non plus. Donc, oui, il y a l'aspect comprendre ce que ça résonne en moi, mais surtout rendre à l'autre son histoire et de guider sa propre histoire. Nous, on est là que pour donner une structure, et ça, c'est un rôle très important, qui va l'aider à décider et à faire ses propres choix. Donc, lui rendre son rôle d'acteur dans son propre conflit, et pas seulement de victime. Donc, d'où l'importance de bien se former à l'écoute. Hein. C'est pas l'écoute qu'on fait tous les jours dans nos vies privées, c'est quelque chose de très différent. Donc, il faut... il y a beaucoup de choses au niveau analytique, au niveau des compétences de l'écoute, au niveau de... Et en même temps, on est tous un peu biaisés dans nos vies aussi. Donc, toi, là, tu fais comment pour... ce que Nathalie nous expliquait, il faut pas, quand je suis médiateur, je reviens tout de suite vers la médiation, bien entendu. Mais aussi au niveau de l'écoute, de l'analyse que je fais. Marie nous a parlé d'interculturel. Comment, avec quelle posture arrive-t-on à se sortir de nos propres biais? Voilà, la première chose, je crois que je rejoins pleinement Nathalie qui dit on est passager. C'est-à-dire que pour moi, ça m'a libéré le jour où j'ai appris ça en tant qu'apprenant coach. Je suis pas là pour comprendre. Je suis là pour que la personne comprenne. Même si moi je comprends pas et ça m'arrive des fois. D'ailleurs, quand quelqu'un nous parle, on comprend une partie, mais tout ce qu'elle veut dire, on n'a pas la même carte du monde, on n'a pas les mêmes représentations. L'important, c'est que la personne comprenne elle ce qu'elle va faire, comprenne. Je vais donner un exemple. On était l'autre jour à Angers là au cours de
de colloque des médiations et on a fait donc, j'ai donné une formation sur la médiation et quelqu'un a parlé d'un conflit extrêmement difficile dans sa famille entre les frères et sœurs. Et au début, il a commencé en disant, de toute façon, cette sœur-là, jamais plus j'irai la revoir, c'est fini, j'ai trop souffert, puis c'est complètement stérile. Et puis, donc, on a dialogué, etc. Et à un moment donné, je demandais, mais qu'est-ce qui est important pour toi? Et au milieu, il disait, bah, finalement, ce qui est important pour moi, c'est la vie. Et puis, tout d'un coup, il réalise, il dit, oui, mais cette personne, finalement, je me rends compte qu'elle a un risque de suicide. Et puis, bon, on termine la formation, et enfin, il dit, j'ai quelque chose à dire, j'ai compris, ce week-end, je vais la voir. Moi, j'étais complètement largué, mais c'est lui qui a compris. C'est lui qui a décidé que, voilà. Et donc là, il a fait le choix d'une des solutions quand on est en situation de conflit, de dire, bah, je vais rencontrer la personne. Voilà, un exemple où c'est pas moi. Moi, j'avais pas du tout imaginé ça. C'est lui qui l'a compris, c'est lui qui l'a décidé. Point. Donc, nous n'avons pas la solution de la personne, donc c'est les personnes elles-mêmes, les concernés, qui savent ce qui est bien pour eux, qu'est-ce qu'ils doivent faire, de quoi ils ont besoin. Donc ça nous amène vers la partie de l'orientation. Nathalie en avait déjà parlé un peu. Donc toi, Marie, dans ta pratique, qu'est-ce que tu as eu moi, j'aimerais un peu comprendre, en fait, orienter vers quoi. Donc, qu'est-ce que toi, tu as pu connaître ou faire au niveau de l'orientation? Vers quel type? Parce qu'il y a tellement un vaste domaine d'outils pour résoudre des conflits ou des problèmes de ce type-là. Dans ta pratique, t'as rencontré lesquels? Dans ma pratique, alors c'était majoritairement dans des structures finalement assez professionnelles, assez établies, avec une hiérarchie, avec voilà un règlement intérieur. Donc par exemple, quand on travaille dans un ministère, typiquement, voilà, la hiérarchie, elle est très verticale, elle est très établie. Et donc quand nous on devient écoutant un peu par la force des choses, il nous revient de comprendre comment la hiérarchie fonctionne, de la respecter parce que ça met en place tout un process qui parfois fonctionne, parfois ne fonctionne pas. Hein. Je pense notamment au cas de harcèlement moral au travail, mais en tout cas, elle doit être activée à un moment donné. Après, on peut en sortir hein, si on voit qu'il n'y a pas d'effet. Mais voilà, même mes expériences étaient surtout relatifs à l'activation finalement de la hiérarchie supérieure, de la médecine du travail aussi. Et alors, la question dans une structure pluriculturelle, la question par exemple des agents locaux par rapport aux agents expatriés se posait était très forte parce que je me suis retrouvée écoutante vis-à-vis de collègues donc locaux. J'étais expatriée, mais j'étais jeune, je n'étais pas haut placée dans la hiérarchie, d'où leur capacité à s'exprimer auprès de moi. Et en fait, donc ça, pardon, je me permets, Marie, donc ça, ce que tu dis, tu étais jeune, tu étais expat, donc ça a facilité, pour eux, c'était plus simple de parler avec toi que quelqu'un de local. Parce qu'ils avaient une autorité sur moi de par leur expérience et leur âge, et en même temps, ils pouvaient passer par moi pour faire passer des messages à la hiérarchie de l'administration centrale. Okay. Donc je savais qu'ils m'utilisaient aussi, et qu'ils s'attendaient à ce que je les oriente vers le personnel expatrié qui avait plus de pouvoir finalement sur leur cas que le personnel local. Alors que typiquement le syndicat était local, il ne s'adressait pas à eux dans certains cas. Donc voilà ce que je peux partager. Merci Marie. Et toi Nathalie, au niveau des exemples de ton expérience, quels sont les types d'orientation dans le vaste champ qui existe? Oui, le champ est très, 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 très vaste. Je voudrais peut-être, avant de répondre, revenir sur les quelques derniers mots de Marie en disant, je savais qu'il m'utilisait.
pour faire passer des messages. Et ça, je crois que c'est vraiment extrêmement important que l'écoutant orienteur, comme il est orienteur, sache qu'il n'est qu'un outil pour la personne, un outil humain d'accueil, etc., tout ce que j'avais expliqué, mais un lieu un outil, oui, d'accueil et d'information. C'est-à-dire que pour pouvoir orienter, on doit être extrêmement bien informé sur toutes les différentes solutions qui existent, que ce soit l'avocat, le médiateur, le coach, le psychologue, l'arbitre, le conciliateur, etc. Mais on ne va pas présenter tout à la personne. C'est trop, c'est ouf. Donc, ce que l'on doit faire, ce que l'on fait, c'est une fois qu'on a compris ce qu'elle cherche réellement, on va lui présenter 2, 3 possibilités dans son cas et on doit l'informer et pas lui dire voilà tu peux faire ça, ça ou ça. Non, c'est pas suffisant. On doit aussi lui expliquer si tu vas voir un avocat, voilà comment ça va se passer, quelle est la structure, quel est le principe que lui doit respecter, quel est le timing, quel est le coût, etc. Si tu vas voir un coach, ça va se passer comme ceci. Il faut lui donner l'ensemble des informations qui concernent ce métier pour que la personne puisse faire un choix avisé. Et après, d'accord? Et puis alors, on va pouvoir la soutenir par rapport à son choix éventuel. Donc, alors des exemples, bon, il y en a tout plein, hein, mais c'est vraiment comprendre. Je vais prendre un cas, le cas de harcèlement, justement. Alors, le harcèlement, il peut être harcèlement professionnel, simplement, un abus de pouvoir de la part de son supérieur ou même d'un collègue. Moi, j'ai connu des harcèlements de subalternes vers leur chef. Ouais, tout à fait. Qui venaient se plaindre du harcèlement du chef. Donc, il faut aussi vraiment arriver à décoder ce qui est dit, d'où l'important de revenir au fait, d'accord? Et de là, je voulais dire, comprendre ce que la personne recherche pour pouvoir lui donner ses propres orientations et l'informer, et puis lui dire, bon, si tu veux, on peut s'exercer, si tu veux, on peut... Bon, alors, oui, voilà, je reviens. Par rapport au harcèlement, qu'il soit du chef ou sexuel, la personne n'a pas toujours envie d'aller en conflit. Ce qu'elle veut, c'est la paix. Ce qu'elle va toujours dire, c'est moi, je veux avoir la paix. Alors, il y a une pression de la société, tu dois dénoncer, tu dois aller en justice, tu as tes droits, etc. Non. Qu'est-ce que la personne veut? Et par rapport à ça, on l'oriente. Elle veut être abstraite, elle veut être confrontée, elle veut pas être confrontée. Et c'est très important de le respecter et de respecter ses timings. J'ai eu des personnes, dont une que je me souviens vraiment plus particulièrement, pour un harcèlement à la fois de son supérieur et en même temps sexuel, même si c'était très larvé, a mis 2 mois et demi à oser me le dire. On entend ça en 4 fois. Elle ne parlait que de l'abus de pouvoir et il a fallu 2 mois et demi avant qu'elle ose dire qu'en fait, il lui faisait des avances. Parce que dans sa culture, c'était inacceptable. Voilà. Et nous, on doit, l'écoutant, il doit être là. Donc, on n'est pas encore dans la résolution, on n'est pas encore dans la réhabilitation, on est encore dans comprendre ce qui lui arrive et vers où la personne va aller. Voilà. Merci Nathalie. Donc, tu nous as donné aussi un peu une idée de la durée du processus. Enfin, tu as donné un exemple qui prenait de 3 mois, si je comprends bien. Toi, Alain, dans ton expérience, peut-être déjà un peu les domaines, les pistes sur lesquelles on peut orienter, mais aussi ça m'intéressera un peu le processus, la durée. En une fois, c'est peut-être pas fait parce que la personne a aussi besoin d'une prise de conscience, d'apprendre et puis de réfléchir. Oui, les cas sont variables en fait. C'est différent pour moi, c'est assez différent. Quand beaucoup de gens m'appellent actuellement, on a sur mon site, mais aussi sur le site anamia.org, une page pour les personnes en situation de conflit où on leur propose un premier rendez-vous confidentiel et gratuit. Donc, il m'arrive de temps en temps d'avoir des gens qui m'appellent. Et là, en général, ça dure quand même assez peu de temps. Moi, j'ai fixé comme règle, c'est à peu près une demi-heure. Et donc, au bout d'une demi-heure, il y a des éléments qui sont arrivés, puis ça s'arrête là.
Je me rappelle une chose qui m'a marqué, une dame qui m'appelle et en fait, son propos, c'était de pouvoir me dire tout le mal qu'elle pensait de son adversaire. Mhm. Donc, et elle voulait rien entendre d'autre, c'était ça qu'elle avait envie de faire. Et donc, j'ai compris que qu'il n'y avait pas d'ouverture à ce moment-là. J'ai dit, bah, écoutez, voilà, j'ai passé un temps, je suis bénévole, c'était un temps, je vous propose d'arrêter là. Et puis, je pensais pas qu'il y aurait de suite. Et 15 jours après, elle m'appelle en disant, bah, j'ai essayé de pas mal de choses et j'ai senti que chez vous, il y avait une ouverture, il y avait une espérance que j'ai pas senti chez les autres. Est-ce qu'on pourrait se revoir? Bon. Mhm. Donc, on ne sait pas ce qui se passe chez les gens. Voilà. Mais ce que j'aimerais dire aussi, c'est pourquoi j'ai voulu cette première interview, pourquoi travailler sur les écoutants orienteurs. Le chemin est le suivant. En tant que médiateur, je me suis rendu compte que c'était plus facile de vendre de la formation aux médiateurs que de la médiation à des personnes. En fait, il y a beaucoup de médiateurs formés et le marché de la médiation est relativement faible. Alors en France, il commence à se développer pas mal dans la médiation judiciaire où un juge ordonne une médiation, mais il est très faible de mon point de vue pour la médiation conventionnelle, c'est-à-dire quand les gens viennent nous voir en disant voilà, je suis en situation de conflit, euh, ou quand deux personnes viennent nous voir en disant je voudrais une médiation, ça c'est extrêmement rare. Ce qui est beaucoup plus fréquent, c'est qu'il y a une personne qui vient en disant je suis en situation de conflit. Il parle pas de médiation. Donc l'autre jour à Angers, on avait l'ancien président de la Cour de cassation de Belgique qui est venu nous dire quand il y a une personne en conflit, la médiation ça peut être une idée, mais c'est pas forcément la bonne. Et donc pour moi, donc j'ai regardé s'il existait des plateformes, des choses pour les gens en conflit. Il y a énormément de matériel, de livres pour les médiateurs et les professionnels de l'amiable, parce que j'entends par amiable, c'est tous les modes de travail sur les conflits qui font par le dialogue plutôt que par la violence. Donc une définition très très large qui inclut bien sûr les médiateurs, les conciliateurs, les facilitateurs, certains avocats qui font des procédures participatives, les écrivains publics, les éducateurs, enfin les formateurs. Il y a des dizaines et des dizaines de professions qui travaillent avec les travailleurs sociaux, qui travaillent dans des situations de conflit avec l'outil du dialogue. Donc, j'ai regardé ce que eux proposaient pour des personnes en situation de conflit. J'ai vu qu'il y avait beaucoup moins de livres, beaucoup moins de matériaux pour les personnes en situation de conflit. Donc, c'est important qu'on soit nombreux à le faire. Mais quand j'ai regardé les plateformes existantes, il y en a quand même une douzaine. Mais toutes ces plateformes, c'est des plateformes, comme on dit dans mon métier, orientées solutions. Les notaires ont une plateforme, vous êtes en conflit, venez chez moi. Les médiateurs, il y a plein d'écoles, ils disent tous la même chose, vous êtes en conflit, venez chez moi en médiation. Les coachs disent, vous êtes en conflit, venez chez moi, je vais vous aider. Les thérapeutes disent, vous êtes en conflit, vous avez des émotions, venez chez moi. Les conciliateurs disent, et la plateforme Les Conciliateurs de France, venez chez moi. Donc tout le monde y va de son complet en disant, j'ai une solution à vous proposer. Et là, je me dis, c'est pas juste. Parce que on a déjà biaisé la réponse. Si on sait d'avance qu'on veut orienter la personne vers un type de solution, on est à côté de la plaque, on respecte pas les gens. Et donc, il m'a semblé important de pouvoir proposer quelque chose aux personnes en situation de conflit sans a priori sur ce qu'on va leur proposer. C'est ça qui me semble très important. C'est un des buts d'Amiable, de travailler en synergie avec toutes les professions pour pouvoir développer une culture de l'amiable, c'est-à-dire que les gens qui sont en situation de conflit soient pas je suis sidéré, je bouge plus, je me ferme, quitte à se déménager. Le nombre de gens qui m'ont dit j'ai conflit avec mon voisin, je déménage. Donc ils abandonnent finalement, ils se respectent pas eux-mêmes, ou bien ceux qui disent c'est un con, je vais aller au conflit avec lui, je veux le descendre, je veux lui casser la gueule. Donc il y a l'avocat machin. Donc ça on n'est pas dans l'amiable, mais le milieu, les gens ne savent pas trop. Et pour moi c'est important qu'il y ait parmi toutes les professions des gens qui soient capables de dire je suis capable d'écouter et d'orienter les gens de façon respectueuse et neutre. Voilà mon désir. Mhm. Je pense que c'est aussi une posture à avoir dans tous ces métiers-là, de dire que de peut-être recevoir, écouter la personne, et puis si on comprend que c'est pas pour nous, qu'on oriente ailleurs.
Donc, faut-il connaître qu'est-ce qu'il y a comme ailleurs? Parce que je vois par exemple le nombre de fois, par exemple, deux métiers extrêmement proches qui sont conciliateurs et médiateurs, ils ne se connaissent pas. Le nombre de bêtises que les uns racontent sur les autres parce que c'est une totale méconnaissance. Et donc, on a besoin de former des écoutants, on en a parlé beaucoup, mais aussi des orienteurs, c'est-à-dire des gens qui connaissent les différents métiers. Et ça, j'en connais pas beaucoup qui les connaissent. Donc, c'est un domaine qu'il faudra développer selon ce que tu dis, Alain. Eh bien, c'est souvent pour ça que qu'on compte sur toi, Pascal, avec ta grande audience, tes MOOC, tes vidéos. Je pense qu'on peut s'entraider, c'est ça l'objectif. Avec plaisir. Ça pose aussi la question de que faire ensuite. En fait, quelqu'un qui va par exemple se former à l'écoute et l'orientation. On sait que dans certaines institutions, on parlait des ministères avec Marie, on parlait de conflits de travail avec Nathalie, des employeurs ont des cellules internes qui sont vraiment faites pour ça. Mais un peu plus large dans la société, si je suis un individu, un privé, en situation de conflit, je pense si je vais chercher sur Internet, je vais probablement rapidement tomber sur les médiateurs, j'imagine, mais c'est pas la seule ou la meilleure solution. Comment on crée ça plus largement dans la société? Parce qu'on sait en interne, si je suis un privé, je peux pas accéder à des solutions en interne chez les employeurs ou comme ça. Toi, Marie, quelles sont tes réflexions par rapport à ça? Comment on peut créer ça plus large pour le public? C'est une excellente question. Non, alors je pense que il y a en effet beaucoup de choses qui existent et qu'on ne connaît pas. Il y a des villes, il y a beaucoup de villes qui ont mis en place, par exemple, des médiateurs de quartier. Ah oui. Est-ce qu'on connaît le médiateur de notre quartier, par exemple? Donc, je pense qu'il y a en effet là les pouvoirs publics qui ont peut-être un devoir d'information vis-à-vis du citoyen sur les moyens qui existent déjà. Ensuite, c'est un peu une question culturelle aussi. Est-ce que nous évoluons dans un environnement qui est culturellement sensible à la résolution de conflits qui ne passerait pas par de la confrontation? En France, on est quand même très confrontationnel. Donc, je pense qu'il y a tout un changement un peu de regard sur le conflit, de se dire que le conflit, en fait, c'est dans le conflit qu'on trouvera des solutions à nos problèmes, et pas en l'esquivant ou en l'évitant. Et voilà, pour ne pas l'éviter, faut savoir où aller, où est-ce que je peux avoir une écoute, comment dirais-je, de confiance et confidentielle. Nathalie, tes idées par rapport à ça? Comment développer davantage je sais pas s'il faut appeler métier, domaine? Écoute, c'est une belle question sur laquelle je bute depuis un petit moment. Et ce que vient de dire Alain m'a vraiment fort conforté que pour le moment, quand tu fais une recherche sur Internet, chacun te dit « viens chez moi ». Le seul qui est neutre, c'est l'intelligence artificielle. Pour le moment, c'est le seul qui peut orienter, qui te dit voilà, il existe ça et ça à ce jour. Enfin, en tout cas, ce que moi j'ai trouvé. Et donc, je crois que effectivement, la proposition d'Alain est vraiment la meilleure, c'est-à-dire proposer des petites formations ou des séances d'information qui expliquent quelles sont les différentes possibilités et comment peut-on y faire recours, en fait, et qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter. Je crois qu'il y a effectivement un besoin d'information, comme tu dis, dans les petites entreprises ou dans le privé. Alors, en Belgique, dans le privé, c'est déjà assez dans la culture, parce que si tu vas voir un avocat, en fait, ils ont déjà, eux, la plupart des avocats, pour des petits problèmes, instruction de réorienter vers le médiateur. Et il y a des avantages pour la personne en conflit si elle est passée d'abord par un médiateur. En ce sens que, après, le juge va acter ce qui a été l'accord. Donc, on épargne énormément de temps, etc. À part ça, les petites entreprises, effectivement, ils n'y ont pas facilement recours. Quand j'essaie de les contacter, ils disent « Oh non, il n'y en a pas pour le moment, Dieu merci ». Donc, en fait, ils sont pas conscients
de ce qui se passe. Donc, il y a aussi une formation et une information en amont à faire sur à partir de quand commence le conflit, quels sont les signes de tension ou de conflit. Si on ne le traite pas, comment ça peut évoluer? Et alors, ça peut être une accroche pour pouvoir expliquer les différentes orientations. Hein, et rendre les gens maîtres, comment dire, de nouveau acteurs de ce qui se passe dans leur entreprise. Merci Nathalie. Et Alain, tu nous as expliqué comme quoi tu fais de l'écoute, ça fait à peu près une trentaine de minutes, c'est que tu as dit confidentiel et gratuit, c'est ça? Ça m'amène à la question du financement finalement, parce que si tu fais ça gratuitement, on peut faire ça par conviction, dans le cadre d'une association. À un certain moment, quelqu'un qui veut faire ça professionnellement, ou si je pense aux gens qui veulent se former, une formation, c'est peut-être pas une demi-heure, c'est peut-être plusieurs jours. Si je me fais former plusieurs jours, ensuite, c'est pour faire quoi et comment être payé? D'accord. D'abord, il y a plein de métiers où il y a des gens qui sont quand même rémunérés pour faire de l'écoute. Je pense notamment aux associations comme France Victime. Il y a les pouvoirs publics ont mis des dizaines de numéros verts pour les femmes en situation de violence, les personnes âgées maltraitées. Enfin, il y a plein de... il y a aussi, bien sûr, le numéro de la police, le numéro des pompiers, où ils peuvent écouter un minimum. Donc, il y a des métiers internes, et puis, comme le rappelait Marie, il y a des collectivités locales qui ont des médiateurs internes qui sont payés. Donc, on a en gros, il y a trois catégories de médiateurs, trois catégories de statuts. Il y a ceux qui sont salariés, donc on a vu par exemple dans une collectivité locale et qui sont amenés par exemple dans leur mission à écouter les gens qui vont appeler la mairie et qui ont un conflit. Il y a un deuxième métier qui est le métier des bénévoles, et dans les formations de médiateurs, on n'en parle pas assez. Il y a énormément de métiers de médiateurs bénévoles. Les conciliateurs de justice sont bénévoles en France. Les médiateurs des entreprises sont bénévoles. Moi, je suis conciliateur à la Maison des personnes handicapées. Je suis bénévole. Il y a plein de métiers de bénévoles. Maintenant, il y a le troisième qui est, par exemple, le médiateur ou le coach qui, là, est profession libérale et qui fait payer ses heures. Mais je me citerai une parole de la Bible: qui sème trop peu récolte trop peu. On a besoin de semer pour récolter. Il se trouve que j'ai la chance d'être retraité de l'administration, donc j'ai une source de revenus, et donc je peux considérer aujourd'hui que j'ai beaucoup reçu de la société et je peux redonner à la société. Donc je dirais qu'il y a une partie de mon temps qui est aujourd'hui du bénévolat. Et je ne suis pas le seul, il y a beaucoup de gens qui font ça à l'amiable. On a créé un fonds de solidarité dans l'association à l'amiable, on a créé un fonds de solidarité, mais on a aussi plein de médiateurs qui me disent « je suis prêt à aller travailler », l'autre fois c'était au Cameroun ou ailleurs, dans des conditions de rémunération très faibles pour aider à former des médiateurs dans ces pays. Donc le bénévolat, je crois, est quelque chose de très important, en tout cas en France. Je crois que le bénévolat, tout le monde associatif, tous les gens qui travaillent bénévolement dans les conseils municipaux, il y a un énorme travail de bénévolat sans lequel la société ne tiendrait pas. Et je crois qu'il est important de conjuguer une part de gratuité et une part d'activité rémunérée. Je pense que c'est une des bases importantes du développement social. Merci Alain. Pour conclure, j'aimerais bien savoir de vous, toute cette discussion qu'on a eue très très riche, qu'est-ce qui vous a marqué ou inspiré? Qu'est-ce que vous retenez personnellement? Marie, tu veux commencer? Que le chemin est encore long. Non. Moi, ce que je retiens, c'est que c'est les métiers, de médiation, de facilitation sont extrêmement riches. Les opportunités sont extrêmement nombreuses, et donc c'est un peu grisant. Voilà ce que je pense, ce que je retiens. Merci beaucoup. Nathalie? Alors, ce que je retiens aussi, c'est le fait qu'il a effectivement énormément de métiers d'écoute,
mais très peu d'orienteurs. Mhm. Ou que les ASBL qui font de l'écoute et qui devraient réorienter n'ont peut-être pas toutes les informations nécessaires et que peut-être on doit aller vers eux aussi, que c'est un peu, on doit pas seulement penser aux différents métiers, aux plaignants ou aux victimes, mais ou les personnes en conflit, mais aussi à tout ce qui est métier intermédiaire ou associations intermédiaires qui peuvent servir de relais, qui doivent être informés. Donc il y a surtout un grand manque d'informations dans la société et des personnes en individuel sur quelles sont les différentes possibilités en cas de conflit. Et Alain? La première chose, c'est de découvrir que dans ce métier d'écoutant-orienteur, j'ai beaucoup à apprendre. Je pense que notamment l'expérience de Nathalie est beaucoup plus riche que la mienne dans ce domaine. Donc, d'arriver avec l'humilité de dire « je ne sais pas tout, j'ai besoin d'apprendre ». Et l'autre pôle, c'est que changer la culture, travailler à développer une culture du dialogue, notamment avec des écoutants-orienteurs, c'est quelque chose qui est difficile. Et je serais découragé si ça reposait sur moi. Mais heureusement, il y a des jeunes comme Marie qui vont prendre leur relais. Merci. Merci. Et puis, comme Marie l'a bien dit, le chemin est encore long, mais tout chemin commence par les premiers pas. Et je crois que les premiers pas sont faits. Donc, on est sur le chemin et puis on va sans doute revenir et puis continuer avec ce sujet. Je vous remercie beaucoup, c'était très inspirant pour moi aussi. J'ai beaucoup appris aussi, et puis surtout de discuter avec des personnes sympathiques, ça fait toujours plaisir. Avec vos parcours riches, merci beaucoup. Merci à vous, Pascal. Pour ne rien manquer et pour nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne et partagez nos podcasts.